Du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafu, sécurité, ils ont assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie. Groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. RDC. Kagame. Acculé. La peur a changé de camp. Tshisekedi prépare la riposte définitive. Le régime de Paul Kagame est en panique. Face aux révélations accablantes des Nations Unies sur l'implication directe du Rwanda dans l'armement du M23 et sous la pression des États-Unis exigeant le retrait immédiat du RDF du Congo, une réunion d'urgence s'est tenue à Kigali. Ce qui s'est dit dans cette nuit de désespoir révèle la fin imminente d'un système basé sur la manipulation, les mensonges et l'agression. Pendant ce temps, Tshisekedi prépare une riposte implacable avec un FARDC renforcé. Voici l'analyse qui dévoile les coulisses de la débandade du régime RPF. Kigali, capitale étouffée par la peur, a connu une nuit sans sommeil. Paul Kagame, affaibli, cerné de toutes parts, a réuni en urgence ses lieutenants pour tenter de recoller les morceaux d'un édifice qui s'effondre à vue d'œil. La réunion, qualifiée par des sources proches du pouvoir rwandais de rencontre de la dernière chance, n'a apporté ni solution ni apaisement. Les pressions extérieures, les révélations explosives sur l'implication du Rwanda dans l'entraînement du M23 et la demande explicite des États-Unis de retirer immédiatement les troupes du Congo ont semé la panique au sein de l'appareil sécuritaire rwandais. Plus que jamais, Kagame est acculé. Ce qui inquiète Kigali, ce n'est plus la diplomatie internationale molle à laquelle le régime s'est longtemps habitué. Ce sont les preuves, les documents, les rapports irréfutables. Ce sont les jeunes Congolais de la diaspora qui se mettent à enquêter, à compiler des rapports de l'ONU, à extraire des données du département d'État américain, à croiser les informations avec rigueur. Ce sont les révélations de NBC News et de Michel Avrong, validées ensuite par des diplomates américains, qui exigent un retrait complet des troupes du Rwanda de la RDC avant toute signature d'accord de paix. Et ce sont les rapports accablants du Conseil de sécurité qui, pour la première fois, montrent l'implication directe de Kagame dans l'armement et la formation du M23, venant confirmer ce que Kinshasa dénonçait depuis des années. Dans cette atmosphère de panique, un nom est revenu dans la réunion, Joseph Kabila. Selon certaines sources, il aurait été consulté, peut-être à distance, pour savoir comment sauver ce qui peut encore l'être. Un Kabila, pourtant vomi par le peuple congolais, démasqué, discrédité, qui cherche désespérément à revenir au centre du jeu. Mais que peut-il encore offrir? Ni armée, ni légitimité, ni base politique. Il ne reste à ce duo infernal, Kagame-Kabila, que le souvenir amer de trahisons passées et d'un système mafieux désormais exposé à la lumière. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi trace une autre voie. Le président congolais, appuyé par un peuple lassé de l'impunité et des manipulations, renforce les capacités militaires du pays, tout en poursuivant un effort diplomatique intense. Mais, contrairement à ses prédécesseurs, il ne confond pas paix et soumission. Il a compris que la paix avec un agresseur n'est possible que si celui-ci est contraint de négocier depuis une position de faiblesse. Et c'est exactement là que se trouve Kagame aujourd'hui. Les armes qui frappaient Goma,
les colonnes RDF infiltrées, les caches du M23 à Rubaya, les réseaux de financement à partir du pillage des minerais congolais, tout cela est désormais documenté. La vérité n'est plus seulement une revendication congolaise. Elle est désormais partagée par les puissances internationales, par des journalistes courageux et même par certains anciens alliés de Kagame qui prennent leur distance face au naufrage du RPF. La diplomatie congolaise, dirigée par Thérèse Kayikwamba Wagner, s'est montrée remarquable. L'élection de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies, les sanctions votées au Parlement britannique contre le régime de Kigali, le désengagement progressif des chancelleries occidentales, tout converge vers un isolement croissant du Rwanda. Même le Congo-Brazzaville, jadis complice silencieux, a annulé un contrat foncier accordé au Rwanda, signe que le vent tourne. Ce revirement est aussi le fruit d'un réveil panafricain. Le Burundi, sous la présidence d'Évariste Ndayishimiye, soutient fermement la RDC. L'Angola, longtemps ambigu, semble désormais moins enclin à couvrir les manigances de Kagame. L'Afrique n'est plus dupe. Elle commence à voir que l'homme que l'Occident présente comme un visionnaire est en réalité le moteur d'un chaos régional savamment entretenu. Ce basculement n'est pas dû au hasard. Il est le résultat d'un travail patient, de documentation, de diplomatie, mais aussi de vérité politique. Car sans vérité, il n'y a pas de réconciliation possible. Le peuple congolais a droit à la justice. Il a droit à la vérité sur qui est Joseph Kabila. Il a droit à une armée forte, débarrassée des traîtres. Il a droit à un leadership qui ne pactise pas avec ceux qui violent, pillent et tuent au nom d'intérêts néocoloniaux. Les révélations de Jean-Pierre Bemba sur les millions versés au Rwanda sous le régime Kabila sont accablantes. Payer un agresseur pendant 18 ans, sous prétexte de coopération énergétique, c'est plus qu'un scandale. C'est une trahison nationale. Et pourtant, les preuves sont là. Les anciens ministres comme Willy Michiki confirment que ces paiements ont bien eu lieu. Et que faisait un de ces fonds? Il finançait les armes qui tuaient les Congolais à l'Est. À ceux qui, encore aujourd'hui, veulent dialoguer avec des criminels, nous disons « Le dialogue n'est pas une abdication. Négocier ne signifie pas tout accepter. Négocier ne signifie pas s'agenouiller devant un tyran. Tshisekedi doit garder la ligne. Oui à la diplomatie, mais seulement si le Rwanda retire ses troupes, rend des comptes et respecte la souveraineté de la RDC. Dans ce contexte, préparer le pays à la guerre n'est pas un signe de bellicisme. C'est un devoir de survie nationale. Le président Félix Tshisekedi ne peut compter que sur une FIRDC réformée, patriote et libérée de toutes les taupes rwandaises qui ont infiltré les forces congolaises sous le règne de Joseph Kabila. Chaque nomination militaire aujourd'hui doit être scrutée. Chaque général doit prouver sa loyauté. Et ceux qui, hier encore, pactisaient avec James Kabarebe, Bertrand Bisimwa ou Sultani Makenga, doivent être jugés. Wazalendo, ces combattants populaires surgis des entrailles de la République, sont devenus des remparts contre la balkanisation du pays. Ils ne doivent jamais être réduits à une étiquette péjorative comme l'ont fait certains médias occidentaux complices de Kigali. Ces hommes et ces femmes sont le cœur battant d'un peuple qui refuse l'occupation. Leur courage doit être reconnu, leur engagement respecté et leur avenir sécurisé dans une armée nationale unie. La communauté internationale commence elle aussi à se réveiller. La dernière résolution du Parlement britannique, dénonçant explicitement le soutien de Kagame au M23, est historique. Les sanctions ciblées contre James Kabarebe, l'architecte militaire des déstabilisations régionales, marquent une rupture avec l'impunité qui régnait. Ces décisions ne sont pas anodines. Elles sont le fruit d'un basculement moral,
dans la perception du Rwanda, qui ne peut plus masquer sa guerre derrière le rideau de fumée du pays modèle post-génocide. Mais le combat n'est pas terminé, car au cœur de la crise, il y a une équation qui dérange, la vérité sur l'identité de Joseph Kabila. Tant que ce chapitre ne sera pas définitivement clos, le risque d'infiltration restera permanent. Tant que l'État congolais n'aura pas rétabli la vérité sur ses dirigeants, les imposteurs continueront de manipuler les institutions. Il faut que la justice s'en saisisse. Il faut que la République exige des tests ADN. Il faut que le mensonge soit exposé et condamné. La sécurité nationale ne peut se construire sur des compromis avec des traîtres. Le Congo de demain doit être bâti sur la vérité, la justice, la transparence. Ceux qui ont facilité l'entrée des troupes rwandaises, ceux qui ont signé des accords de collaboration avec Kigali, ceux qui ont trahi la patrie pour des intérêts personnels doivent être exclus à jamais de la vie publique. La récente défaite de Kagame dans la guerre diplomatique prouve une chose. Ce dictateur n'est plus intouchable. Même ses anciens soutiens commencent à le lâcher. Londres, autrefois allié, prend désormais ses distances. Washington, longtemps complice silencieux, exige des comptes. Kigali est isolé. Et c'est dans cet isolement que le Rwanda organise ses réunions nocturnes, ses conciliabules désespérés, ses appels à un Kabila en décomposition politique. La RDC ne doit pas rater ce tournant. Tshisekedi a l'opportunité historique de libérer le pays d'un système de prédation mis en place depuis 1997. Cela implique de construire une armée forte, moderne, moralement intègre. Cela implique aussi de faire le ménage dans les institutions, dans l'administration, dans les chancelleries, où certains agissent encore au service de l'étranger. Le Congo doit redevenir maître de son destin. Cela signifie également qu'il faut couper court aux tentatives de dialogue téléguidées par la SENCO ou des forces étrangères. Tout dialogue qui inclut les agresseurs ou leurs complices est un piège. Le seul pacte acceptable est celui qui affirme la souveraineté de la RDC, la justice pour les victimes et le départ sans condition de toutes les forces étrangères. Il est temps d'informer les Congolais, pas de les endormir. Il est temps de former une nouvelle élite patriotique, éduquée, consciente, déterminée. Il est temps de cesser de traiter les vérités politiques comme des tabous. Il faut dire que Kabila est un imposteur. Il faut dire que la CENCO a été manipulée. Il faut dire que Kagame a pillé le Congo. Il faut dire que les Congolais doivent défendre leur pays eux-mêmes, avec l'appui de partenaires loyaux, mais sans dépendance. Et c'est là que les États-Unis entrent en scène. Leur repositionnement stratégique en Afrique, leur intérêt croissant pour les minéraux critiques, leur volonté d'endiguer l'influence russe et chinoise créent une fenêtre d'opportunité unique pour la RDC. Tshisekedi doit capitaliser sur cela. Il doit négocier un partenariat gagnant-gagnant qui sécurise les minerais tout en obtenant un soutien militaire et technologique pour bouter hors du pays les forces du mal. Mais ce partenariat ne fonctionnera que si la RDC est unie, lucide et disciplinée. Les querelles internes doivent cesser. Les faux patriotes doivent être démasqués. Les Congolais doivent s'unir autour de la seule cause qui vaille, la libération totale de leur territoire. La peur a changé de camp. Ce ne sont plus les Congolais qui tremblent face à Kagame. C'est Kagame qui tremble à l'idée de ce qui l'attend. Il sait que les révélations publiées en cascade dans la presse internationale ne sont que le début. Il sait que les preuves s'accumulent, que les satellites américains suivent les mouvements de ses troupes, que les Congolais savent désormais comment se défendre. Il sait que la fin est proche, qu'il n'a plus d'issue, qu'il ne peut ni gagner sur le terrain,
ni convaincre sur la scène diplomatique. Le régime de Kigali n'a plus que la fuite en avant comme stratégie. Organiser des réunions de minuit, supplier Joseph Kabila de revenir comme médiateur, tenter d'acheter les consciences au sein de la société civile congolaise, tout cela trahit une perte totale de contrôle. La peur de la reddition hante Kagame, d'autant plus que son armée est infiltrée, surveillée, neutralisée dans plusieurs zones stratégiques par les FARDC et les Wazalendo. Tshisekedi, de son côté, a compris la nature réelle du conflit. Il ne s'agit pas simplement de sécuriser Goma ou Bunagana. Il s'agit de rompre un cycle de trahison et de domination qui dure depuis plus de 2 décennies. Il s'agit de restaurer la souveraineté de l'État congolais, non seulement par les armes, mais aussi par la mémoire. Il faut que les Congolais se souviennent des crimes commis, des complicités locales, des années de silence et de compromission. C'est dans cette optique que la RDC doit aussi prendre des mesures symboliques fortes. Il ne suffit pas de dire que Kabila a trahi. Il faut agir. Lui retirer sa nationalité congolaise serait un acte fondateur, une ligne rouge tracée dans l'histoire nationale. Cela enverrait un signal clair. Le Congo n'est plus un pays où l'on peut usurper une identité, trahir le peuple et vivre en paix dans les palais. Kagame lui-même a retiré les passeports de ses anciens compagnons d'armes, comme Kayumba Nyamwasa ou Patrick Karegeya, simplement parce qu'ils ont osé critiquer son autoritarisme. Pourquoi la RDC hésiterait-elle à agir de manière plus ferme contre un imposteur ayant mené le pays à la ruine? C'est une nécessité, une obligation morale, un devoir historique. Quant à la communauté internationale, elle ne pourra plus ignorer l'évidence. Elle ne pourra plus couvrir Kagame au nom d'une stabilité factice. Elle ne pourra plus financer des programmes humanitaires pendant qu'un dictateur pille les ressources, massacre les civils et sabote la paix régionale. Les rapports sont là. Les voix congolaises sont de plus en plus fortes. La jeunesse congolaise est éveillée. Elle sait que son avenir ne se négocie pas à Kigali ni à Paris, mais dans les rues de Kinshasa, dans les forêts de l'Ituri, dans les mines du Nord Kivu, dans les bureaux des ambassades où se joue parfois l'avenir d'une nation. Le Congo est à un carrefour. Il peut choisir la fermeté, la dignité, la souveraineté, ou il peut retomber dans les bras de ceux qui l'ont toujours trahi. Tshisekedi semble avoir choisi. Et s'il tient cette ligne, il aura avec lui l'histoire, le peuple et désormais les alliés stratégiques qui comptent. La guerre de l'Est n'est pas une guerre ethnique. Ce n'est pas une guerre entre Rwandais et Congolais. C'est une guerre entre un peuple qui veut vivre libre et un dictateur obsédé par le pillage. C'est une guerre entre la vérité et le mensonge. C'est une guerre entre l'Afrique de demain, incarnée par des leaders souverainistes, et l'Afrique néocoloniale, représentée par Kagame, Kabila et leurs complices. Et cette guerre, le Congo, est en train de la gagner. Non pas par la violence seule, mais par la force de la vérité, la résilience d'un peuple et l'unité retrouvée entre l'État et sa population. Les armes peuvent faire taire des voix, mais elles ne peuvent étouffer l'histoire. L'heure n'est plus à l'hésitation. L'heure est à l'action. Chaque jour compte. Chaque minute doit être consacrée à renforcer le front, à isoler l'ennemi, à mobiliser les consciences. Le Rwanda n'a jamais été aussi faible. Kagame n'a jamais été aussi exposé. Le moment est venu de tourner définitivement la page du système Kabila RPF, RDF. La RDC n'a pas besoin d'un autre dialogue. Elle a besoin de vérité, de justice et d'un engagement national total pour restaurer la paix par la victoire. Une victoire diplomatique, politique, militaire et morale. Tshisekedi en a les moyens. Le peuple congolais en a la volonté. Et l'Afrique en a besoin.